Il est temps maintenant de parler dans cette approche, on va dire, alimentaire, d'un des piliers les plus fondamentaux pour moi. Pourquoi? Parce que c'est la base même de la vie, de tout ce qui existe sur Terre, c'est-à-dire apprendre à gérer l'équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, c'est quoi? C'est la notion de pH, potentiel hydrogène. Tout ce qui existe dans l'univers est régi par ce pH. Le pH, vous savez, comme une piscine, le pH d'une piscine. Neutralité d'un pH, c'est à 7. Tout ce qui est en dessous de 7, c'est un pH acide. Entre 1 et 7, c'est un pH acide. Neutralité à 7, et tout ce qui est au-dessus de 7, entre 7 et 14, on appellera cela un pH alcalin ou basique. La neutralité donc étant à 7. Encore une fois, tout ce qui existe dans l'univers, de minéral, de végétal ou d'animal, est régi par cet équilibre acido-basique, partout dans l'univers. Et vous ferez, quand on en reparlera tout à l'heure, notamment le lien avec ce que je disais précédemment, dans une capsule précédente, au travers donc de cette eau moléculaire. La structuration ou la déstructuration de cette eau moléculaire, tout ce qui existe dans l'univers est majoritairement constitué d'eau moléculaire. Donc forcément, la notion de pH, on comprend pourquoi, impacte sur tout ce qui existe. Vous prenez une structure vivante, quelle qu'elle soit. Je prends un exemple, vous achetez une plante verte. Et le jardinier qui vous vend la plante verte vous dit, attention, cette plante, il faut la planter dans un terreau légèrement acide. Ouais, super. C'est rentré là, c'est ressorti là. Parce que vous, dans votre tête, vous savez exactement dans votre jardin où est-ce que vous avez prévu de planter cette plante. Donc, vous allez la planter là, parce que c'est l'endroit où vous voulez la mettre. Sauf que vous n'avez pas réalisé que la terre dans votre jardin, elle est légèrement acide, alors qu'il vous avait demandé de la mettre dans une terre légèrement alcaline. Et là, vous la plantez. Vous la plantez, et puis vous l'arrosez, vous lui mettez de l'engrais, etc. Et plus le temps passe, plus la plante dépérit, et elle commence à mourir. Et puis à un moment donné, il ne reste quasiment plus rien, vous dites, ça y est, elle est morte. Et là, vous vous dites, ah, il m'avait dit de faire attention à la terre, de la planter dans un terreau, de tel type de terreau, etc., pour qu'il soit légèrement alcalin. J'avais oublié. Vous prenez la plante, vous la sortez, vous enlevez la terre, vous mettez un pot, vous remettez la terre qui va bien, qui est légèrement alcaline, et vous la replantez. Vous l'arrosez, et là, comme par miracle, vous la voyez qui repart. Et la plante repart de plus belle. Et là, même si vous oubliez de lui donner à manger, peu importe, la plante devient magnifiquement belle, elle grandit, ça devient une superbe plante. Pourquoi? Parce que vous avez respecté l'équilibre acido-basique de son environnement. Il en est exactement de même avec les petits poissons. Si vous prenez des petits poissons et que vous les mettez dans un aquarium, l'eau de l'aquarium, en fonction des poissons d'eau douce ou de mer, peu importe, l'eau va avoir un certain pH, qui est le pH qui va bien pour ces poissons-là. Et puis, vous avez, et l'eau elle est bien claire, bien transparente, les petits poissons sont heureux comme des poissons dans l'eau, tout baigne pour eux. Et puis vous avez un peu taquin, joueur, qui vient, qui est tout petit, qui n'a pas conscience de ce qu'il fait, et qui vient et puis qui met un peu de citron, de sa citronnade, dans l'aquarium. Immédiatement, poum, vous acidifiez le pH de l'eau. Que va-t-il se passer si vous ne vous en rendez pas compte et que vous laissez faire? L'eau va commencer à tourner. Et puis elle va commencer à faire des algues, des mycoses, elle va devenir verte. Et puis, si vous laissez faire, 3-4 jours après, elle va flouter. 3-4 jours après, vous retrouvez les petits poissons, le ventre à l'air, tous morts. Pourquoi? Parce que vous avez modifié le pH de leur environnement direct et les petits poissons n'y ont pas survécu. Minéral, animal, végétal, peu importe. On est tous égaux devant cet équilibre acido-basique. Dès lors qu'on modifie l'équilibre acido-basique d'une structure, on détruit et on tue la structure.
Eh bien, ces petits poissons, ce sont tout simplement nos cellules. Nos cellules, elles baignent dans un environnement qui a un certain pH. Sachant que le pH de notre bouche n'est pas le même que le pH du sang, n'est pas le même que le pH de notre estomac, n'est pas le même que le pH de notre intestin, ou que le pH de nos urines, ou du vagin, ou du foie, etc., etc., etc. Ce sont tous des pH qui sont des pH différents. Par contre, les cellules de ces organes doivent rester dans ce pH-là. Si le pH change, la cellule s'enflamme. Je reviens sur cette inflammation cellulaire. Il faut savoir qu'il y a 3 choses majoritairement qui déclenchent ces inflammations cellulaires. La première, c'est la carence en oxygène. On a vu ça dans une vidéo précédente. La deuxième, qui va générer une inflammation cellulaire, c'est l'hypercortisolémie. On a vu ça dans la vidéo précédente. Et la dernière chose qui génère ces inflammations cellulaires, c'est le déséquilibre, c'est l'acidose cellulaire qui va générer l'inflammation cellulaire. C'est les 3. Et le problème, c'est que il y a ceux qui sont déshydratés, il y a ceux qui sont en carence d'oxygène, il y a ceux qui sont toxiniques, il y a ceux qui sont en hypercortisolémie, puis il y a ceux qui sont en acidose, et puis, d'un point de vue terrain, il y a ceux qui sont déshydratés, toxiniques, en hypercortisolémie, en acidose, en hypoxie, qui cumulent. Et pour eux, ça sera très dur. Et je rigole quand je dis ça, mais malheureusement, c'est ce que 90% de la population occidentale vit au quotidien. Les gens sont déshydratés, les gens sont toxiniques, ils sont en hypoxie, ils respirent de façon paradoxale, ils sont en hypercortisolémie et ils sont en acidose. Et après, on s'étonne que 90% de la population souffre, soit d'un point de vue émotionnel, soit d'un point de vue physiologique, et soit avec des troubles musculo-squelettiques, avec des TMS, des lumbagos, des torticolis, voire des pathologies plus graves. Alors des pathologies qui n'existent pas dans certains pays, comme les cancers par exemple, qui n'existent pas dans certains pays. Donc il faut comprendre que ce n'est pas une vue de l'esprit. Et donc cet équilibre acido-basique est une des bases fondamentales. C'est pour moi la pierre angulaire de l'équilibre physiologique. C'est le respect de l'équilibre acido-basique parce qu'encore une fois, tout ce qui existe dans l'univers est régi par cet équilibre acido-basique. Donc l'équilibre acido-basique, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qui est acidifiant ou pas acidifiant. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que, je prends un exemple, le pH de notre intestin. Je vais vous donner un exemple de pathologie qui est liée à un déséquilibre acido-basique. Je vais vous demander de réfléchir 2 secondes. Essayez, 2 secondes, quel est le médicament le plus vendu dans le monde occidental? Réfléchissez. Quel est le médicament le plus vendu dans le monde occidental? Les antidépresseurs? Non. Même en France, ce ne sont pas les antidépresseurs. On en consomme plus qu'ailleurs, mais ce ne sont pas les antidépresseurs. Les antalgiques? Non. Même aux États-Unis, oxycodone, ils sont quasiment tous drogués aux antalgiques, mais ce ne sont pas les antalgiques. Les anti-inflammatoires? Non plus. Ce sont tous ceux qu'on connaît, tout ça. Non. Le médicament le plus vendu dans le monde occidental, il y en a 2 en fait, Malox et Gaviscon. C'est-à-dire des médicaments pour ce qu'on appelle des gastralgies, des brûlures, des ulcères à l'estomac, des pathologies, des algies à l'estomac. Ce sont les médicaments les plus vendus dans le monde occidental. Alors maintenant, je vais vous expliquer les gastralgies vues avec un angle équilibre acido-basique. Le pH de notre estomac humain. Ce pH est acide, bien sûr, acide chlorhydrique, c'est 3,5. Juste à petite comparaison, le pH de l'estomac d'une vache, c'est 4. 3,5, on n'est pas loin de 4. Maintenant, le pH de l'estomac d'un animal carnivore. Un chien, un chat, un tigre, un lion. pH de l'estomac, 1. Très acide.
Pourquoi? Parce qu'ils mangent des protéines animales et que, je l'ai déjà dit, ces protéines animales, elles ne peuvent se dissoudre que dans un milieu acide. C'est véritablement s'il y a bien un aliment qui ne peut se consommer et se digérer qu'en milieu acide, c'est bien la protéine animale. Donc le pH est très acide pour pouvoir la digérer. C'est la raison pour laquelle le pH de l'estomac des animaux carnivores est à 1 et que 98% de leur digestion se fait dans leur estomac. Si maintenant, et je vous en ai déjà parlé, de ces apports en protéines, et on reparlera de la protéine dans une capsule spécialement dédiée à la protéine, mais maintenant, si j'amène, vous avez compris qu'il faut être à 30% d'apport en protéines. Ce sont nos apports, 30% d'apport en protéines, la norme. Si je suis à 30% d'apport en protéines normalement, mais qu'au lieu d'être à 30%, je suis comme la grande majorité des Occidentaux, à 60% d'apport en protéines, au travers de toutes les protéines invisibles, c'est-à-dire au travers des gâteaux, des biscuits, des pâtisseries, qui contiennent du lait, des œufs, du beurre, au travers des bonbons, des chewing-gums qui contiennent de la gélatine de porc, etc., etc. Si j'amène trop de protéines dans mon corps, 60 au lieu de 30, que va faire mon estomac? Très simplement, pour pouvoir digérer la protéine, il va venir répondre à la sollicitation. Donc le pH de mon estomac va faire quoi? Tout simplement, il va descendre. De 3,5, il va passer à 3,3, 3,2, 3,1, 3, 2,8, 2,9, 2,6, 2,5, 2,4. Il ne descendra jamais en dessous de 2 parce que sinon on peut mourir. Mais il va descendre. Et donc le pH va descendre en acidité pour pouvoir digérer et répondre à la sollicitation. Le problème, c'est que les cellules de notre estomac, elles sont conçues, comme les petits poissons dans l'eau, pour un pH à 3,5. Et si le pH commence à descendre, que vont faire mes cellules de l'estomac? Comme les petits poissons, elles vont commencer à s'enflammer, s'enflammer, s'enflammer. Et les inflammations, ça s'appelle des gastrites. Les inflammations des cellules de mon estomac. Et puis à force de s'enflammer, 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 si je fais rien, ces petites cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Comme les petits poissons, tout pareil. Elles vont mourir. Et les petites cellules de l'estomac qui meurent, ça s'appelle un ulcère à l'estomac. Vous voyez la vision de la gastralgie, gastrite, ulcère, sous un angle quelque peu différent. D'habitude, les gens, quand on a une gastralgie, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est l'hélicobactère, c'est la bactérie qui fait que... Et c'est le stress qui va faire que... Ouais. Pour moi, la bactérie et le stress, c'est ce qu'on appelle les BRC. Je répète, je suis un petit peu grossier quand je dis, je suis désolé, les bonnes raisons à la CON. C'est-à-dire, c'est les raisons qu'on va donner pour pouvoir justifier quelque chose et qui vont faire qu'on va, derrière, se déresponsabiliser et puis, du coup, peut-être consommer des médicaments pour aller mieux. La véritable raison, pour moi, en tant que thérapeute d'une gastralgie, c'est le terrain. Et le terrain, c'est l'acidose cellulaire. C'est parce que mon estomac et les cellules de mon estomac viennent répondre à une sollicitation physiologique d'alimentation qui fait que tout s'enflamme. Les cellules s'enflamment et les pathologies se mettent en place. Donc voilà un exemple classique on va dire, de déséquilibre acido-basique qui va entraîner des pathologies. Notre intestin, pareil, notre intestin est conçu pour un pH à 7, 7,4, légèrement alcalin, comme les herbivores. Le pH des animaux carnivores, même si de l'intestin des animaux carnivores, même si leur intestin est très court, comme on en a déjà parlé, juste, je le redis, notre intestin, 7 mètres de long. Un chien, 1,50 m. Un lion, un tigre, un tigre, c'est un abdomen qui fait 4 fois le nôtre. Donc, on pourrait se dire, 4 fois 7, 28 mètres. Non. L'intestin du tigre, il fait 4 mètres. Très court, par rapport au volume de son abdomen, qui est quand même 4 fois supérieur au nôtre. Donc, leur intestin est très court. Mais cependant, le pH de leur intestin est acide. Pourquoi? Parce que même si seulement 2% de leur digestion se fait dans l'intestin, et que le bol alimentaire passe très très vite pour pouvoir être vite digéré et vite éliminé, leur pH reste acide. Ce sont des carnivores. Nous, il est légèrement alcalin. Il faut savoir que la grande majorité des Occidentaux, par exemple en Asie,
ont un pH alcalin, 7,74. On pourrait dire, allez, plus de 90%. Avant, j'aurais dit 95, 97%. Maintenant, je vais dire 90%. Pourquoi? Parce qu'il y a une occidentalisation dans le monde oriental, en Asie, une occidentalisation majeure qui, au travers de l'alimentation, les gens sont riches maintenant. Il y a de plus en plus de riches en Asie. Et pour bien connaître l'Asie, je peux le dire, le summum de la richesse en Asie, c'est de faire comme les Européens. Donc on mange comme les Européens, on vit comme les Européens, et on consomme comme les Européens. Et donc on mange comme les Européens. Et donc du coup, ils arrivent à se mettre eux aussi en acidose. Donc maintenant on doit être à peu près à 80-90. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande majorité quand même de gens qui continuent à manger comme ils ont toujours mangé en Asie, c'est-à-dire avec une alimentation plutôt alcalinisante. Donc 90% des gens qui sont en alcalose au niveau de leur intestin. En Europe, en Occident, chez nous, c'est l'inverse. On est plus de 90% de la population à être en acidose. C'est devenu tellement normal d'être en acidose que c'est presque rentré, on va dire, dans les mœurs de dire ah ben, le pH de l'intestin, c'est légèrement acide. 6,8, par là. Non, 6,8, c'est un déséquilibre. C'est un état d'acidose qui va venir enflammer. Le microbiote intestinal, encore une fois, notre microbiote dont je parlais dans une capsule précédente, notre microbiote intestinal qui a besoin, ces bactéries intestinales, elles ont besoin d'être dans un environnement alcalin. Si l'environnement vire acide, ma flore bactérienne commence à être détruite, comme je l'ai dit dans une capsule précédente. Éventuellement, je vous invite à la revoir, cette capsule, pour voir l'impact de la destruction du microbiote. Le pH doit être toujours alcalin. Et le problème, c'est qu'en fonction de cet équilibre, donc 90% des gens sont en acidose, parce que c'est très représentatif de l'état général, cet intestin. Comment prendre le pH d'une personne? Très simple, vous pouvez le faire, tout simplement avec des petites bandelettes. C'est des bandelettes de pH urinaire, ça se trouve en pharmacie. Et vous pouvez tout simplement faire un test pour voir. Vous prenez des bandelettes et puis sur l'ensemble d'une journée, sauf sur la première miction, c'est-à-dire le premier pipi matinal, qui lui est très acide, mais à partir du deuxième pipi et sur l'ensemble de la journée, chaque fois que vous allez faire pipi, vous mettez la bandelette pour regarder la couleur et vous comparez pour voir le pH. Alors, je vais être très honnête avec vous, très compliqué de voir, pour peu que l'éclairage soit pas tout à fait parfait, on ne sait pas si c'est 6,8, 6,9, 7, 7,2, on a du mal à voir les variables de couleur, la variabilité des couleurs. L'idéal, c'est donc d'acheter ce qu'on appelle un pH mètre. C'est un petit appareil sur lequel on met une goutte ou deux de pipi, et ça nous donne le pH à l'instant T du pipi qu'on y met. Et donc, je prends le pH de toutes mes mictions de la journée, et je fais la moyenne de la journée pour déterminer mon état général. C'est comme ça qu'on fait pour cadrer, on va dire, l'état acido-basique de la personne. Mais je reviens sur cet intestin. 7,4, 6,5, on est en grande partie avec un intestin acidifiant. Si on est dans un intestin qui est acidifié, ça veut dire qu'on a un pH globalement général qui est plutôt acide, au travers notamment de notre alimentation. Rappelez-vous qu'on parle d'alimentation là. Donc c'est l'estomac et l'intestin. Si mon pH de l'estomac descend, le bol alimentaire il sort de l'estomac et en 20 cm, à la sortie de l'estomac, il va passer par le duodénum, jéjunum, tac, il arrive dans l'intestin. 20 cm. Hein. En 20 cm, il doit passer d'un pH qui a normalement 3,5 à un pH à 7, 7,4. Bon, ça se fait grâce au sucre pancréatique et au sucre biliaire, qui sont des puissants alcalinisants, qui vont venir rééquilibrer le pH. C'est la raison pour laquelle, si on respire mal, et je reviens sur une capsule précédente, si on ne respire pas bien et qu'on a une respiration inversée, c'est-à-dire gainée, et qu'on ne vient pas pomper le foie avec mon diaphragme, avec le diaphragme, on va venir impacter les dépôts calciques dans les canaux excréteurs du foie, et puis on va faire que la sécrétion de bile va diminuer. Et au lieu d'être à 1,1 litre de sécrétion de bile journalier, on va descendre à 0,5, 0,6, 0,7 de sécrétion de bile. Or, la bile, elle a un rôle majeur, hormis le rôle
de permettre la fixation du calcium qui arrive justement dans cet intestin. Et puis le rôle de pouvoir assimiler les graisses aussi qui arrive. Elle a un rôle majeur, c'est un rôle de venir désacidifier le bol alimentaire pour qu'il passe de 3,5 à 7. Si j'ai pas de bile, si je respire pas bien, forcément, ça va venir impacter. Donc, je me retrouve avec un intestin qui est très souvent acidifiant, qui est acidifié et qui est le reflet, on va dire, de mon état général. Dès que j'ai un état général d'acidose cellulaire, je mets mon corps en danger. Pourquoi? Parce que l'acidose va venir enflammer les cellules. Vous avez en dessous, dans le support, tous les symptômes et tous les signes, on va dire, et toutes les pathologies qui peuvent être liées à une acidose. Et vous allez voir qu'elles sont nombreuses. Si vous vous reconnaissez dans une de ces pathologies qui est dans le support en dessous, c'est que, inéluctablement, vous avez les grandes chances, ou du moins des grands risques, d'être en acidose cellulaire. Donc dès que je suis en acidose, je vais enflammer mes cellules, rappelez-vous, cortisolémie, la carence en oxygène, et l'acidose va venir enflammer. C'est tout ce qui est en rite, donc les bronchites, les rhinites, les pharyngites, les colites, la cellulite. Encore une fois, je reviens dessus. Quand j'ai de la cellulite, je peux faire tout le CellUM6 que je veux, tous les drainages lymphatiques que je veux, faire tous les régimes que je veux, prendre tous les compléments alimentaires que je veux pour réguler mon système hormonal, mon système vasculaire, etc., etc., etc. Si je suis en état d'acidose, cellulite G, cellulite, je garderai. Le seul moyen pour que ces traitements, CellUM6, drainage lymphatique, manuel, etc., etc., traitements hormonaux, vasculaires, puissent avoir un effet, c'est tout simplement de se remettre en alcalose. Je reprends le cas des Asiatiques, je vous ai expliqué que les Asiatiques sont majoritairement en alcalose. Essayez de trouver une femme asiatique qui a de la, en Asie j'entends, qui a de la cellulite. Vous pouvez chercher, très difficile à trouver. Pourquoi? Pas parce qu'elles ont de la chance, pas parce qu'elles sont conçues différemment, juste parce qu'elles sont en alcalose. Donc, cet état d'acidose va venir créer des process inflammatoires partout. Et puis, nous met en danger en plus, parce que du coup, le pH de notre sang va diminuer. Le pH de notre sang, c'est un pH alcalin, qui est compris entre 7,30 en gros et 7,42. Il est compris entre les deux. Si je monte au-dessus, je meurs. Si je descends en dessous, pronostic vital aussi engagé. Donc mon pH doit rester entre les deux. Si mon état général bascule en acidose, que fait mon pH sanguin? Il diminue. Je me mets en danger. Le corps, il va essayer de faire quoi? De sortir de cette acidose pour faire remonter le pH. Et puis je mets mon corps en souffrance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de sortir de cette acidose pour quitter cette souffrance. Des process d'autorégulation, d'homéostasie et d'autorégulation. Donc, que fait mon corps? Il va essayer de sortir de cet état d'acidose. Et que fait-il pour sortir de cet état d'acidose? Très simplement, il va mettre en place ce qu'on appelle des systèmes tampons. Système tampon, c'est quoi? C'est qu'il est trop acide. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher de l'alcalin. Tout comme pour l'hydratation. Tout à l'heure, quand je vous parlais, enfin précédemment, quand je vous parlais de l'hydratation, notamment au niveau des disques et des organes vitaux. Si j'ai pas assez d'eau dans les organes vitaux, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher partout où il y en a dans le corps. Dans les disques, dans les tissus, dans le conjonctif, les fascias, etc. Là, c'est la même chose. Si j'ai pas assez d'alcalin dans mon corps, que j'ai trop d'acide, que va faire mon corps pour sortir du danger, pour se sécuriser, puis surtout pour sortir des souffrances physiologiques inflammatoires? Il va aller puiser, mettre en place des systèmes tampons en allant puiser partout de l'alcalin. Donc il va aller chercher tous les minéraux alcalins qu'il y a dans le corps pour venir tamponner l'acidose cellulaire. Et les minéraux alcalins, quels sont-ils? Très simplement, le magnésium, le calcium, le potassium, le fer, majoritairement. Et là, que va-t-il se passer? Je vais commencer à être carencé en magnésium. Pas parce que je ne consomme pas assez de produits laitiers, non, juste parce que je suis en acidose. Puis je vais commencer à être carencé en magnésium et je vais commencer à faire des tendinites et des dépressions. Pas parce que j'en apporte trop, pas assez, je veux dire, ou je travaille trop, ou... Non. Tout simplement parce que je suis en acidose. Et puis à 50 ans, 40 ans, 45 ans, 36 ans, comme j'ai un copain
à qui c'est arrivé, je fais un infarctus. Et ouais, potassium, l'équilibre cardiaque du muscle. Pas parce que je suis stressé, même pas parce que je suis en hypercortisolémie, quoique souvent je suis en plus en hypercortisolémie, pas parce que j'ai des triglycérides ou du cholestérol ou quoi au caisse. Non, 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 rien de tout ça. Juste parce que je suis en acidose. Et puis je commence à être fatigué, épuisé. Pas parce que je travaille trop, pas du tout, parce que des gens qui travaillent plus que moi, il y en a certainement qui n'ont pas ma fatigue. Juste parce que je suis en acidose cellulaire et que je perds tout mon fer. C'est la fatigue qui me gagne. Donc, vous comprenez que cet état d'acidose n'apporte absolument rien de bénéfique. On a tout intérêt à être en alcalose. Le problème, c'est que tout, dans notre vie de tous les jours, nous amène en acidose. Le stress nous amène en acidose. Les prises médicamenteuses nous amènent en acidose. Quand on fait du sport, qui n'est du sport, bien sûr, il faut avoir une activité physique. Mais l'activité physique nous amène en acidose. Et oui, l'acide lactique, ça nous met en acidose. La pollution, l'environnement, nous met en acidose. Donc, on peut difficilement agir sur tout ça. Parce que si on fait du sport, il faut faire du sport, ben je vais continuer à faire du sport. Si j'ai une thyroïdectomie et que je suis sous lévothyrox, je continue à prendre mon lévothyrox, sinon je meurs. Donc je ne vais pas arrêter de prendre mon lévothyrox pour éviter l'acidose. Si je vis à Paris et que j'ai mon métier, mon job à Paris, je ne vais pas aller vivre dans le Cantal, à moins que je travaille à distance en télétravail où je pourrais le faire. Mais malheureusement, ce n'est pas permis à tout le monde. Donc je continue à subir la pollution. Donc il y a plein de facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer. Par contre, le facteur majeur sur lequel on peut jouer, intervenir, sur lequel on a un bras de levier, c'est encore une fois notre alimentation. Parce que notre alimentation nous met en acidose ou nous met en alcalose. Notre hygiène de vie. Donc on peut agir là-dessus. Et on peut impacter au travers de notre alimentation cet état. Le problème, et comme nous le dit et nous le recommande l'Organisation mondiale de la santé, c'est que pour pouvoir être en équilibre acido-basique au travers de notre alimentation, on devrait avoir 70%, 70% de notre alimentation qui serait une alimentation alcalinisante. Et seulement 30% acidifiante. Vous allez voir que c'est malheureusement très difficile, voire impossible. Si on peut être à 70-30, mais si on devient 70-30, ben, on devient un no-life. C'est-à-dire qu'on ne mange plus rien, on mange des graines, on vit seul, chez soi, reclus, on pleure tous les jours en regardant la télé, Netflix, mais on devient un no-life. Très compliqué, très 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 compliqué. Je vous garantis, je l'ai essayé au travers de l'alimentation d'être 100%, à 70% je veux dire, alcalinisant, très compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin de 30% de protéines. Et vous allez voir sur les tableaux que vous avez à disposition, on a besoin de 30% de protéines. Or, les protéines sont toutes acidifiantes. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a eu notre dosage de protéines, tout ce qui est dans la colonne acidifiant, on fait une croix dessus. Et là, ben, où est le plaisir? Où est la vie? La vie, c'est aussi se faire plaisir. C'est avoir des bons moments partagés, des repas, etc. Parce que si on commence à respecter ces 70-30, ben c'est fini, il n'y a plus personne qui nous invite. Hein. On nous invite une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, on dit « Oh non, Silver, trop compliqué, il mange pas ci, il mange pas ça, machin. Oh, laisse tomber, on l'invite plus, lui. » Et non, c'est pas la vie. Et après, vous finissez tout seul. Donc, pour éviter ça, je vais vous donner un conseil. Mon conseil, c'est d'être sur une alimentation 50-50. 50% alcalinisante, 50% acidifiante. Et ça, tout le monde peut le faire. Vous allez comprendre. Par contre, vous avez compris que si je fais 50-50, je resterai en acidose au travers de tout le reste. Le sport, l'activité physique, les prises médicamenteuses, l'environnement, etc., etc. Donc, pour compenser ceci, je vais vous donner un conseil majeur. C'est de régulièrement, moi je le fais personnellement au changement de saison, encore une fois, tous les 3 mois, en même temps que je prends mes probiotiques, je vais faire une cure tous les 3 mois de minéraux
alcalinisants. Comment je fais? Je vais en pharmacie et j'achète et je les prends, moi, personnellement, et c'est le conseil que je vous donne, de les prendre sous forme de citrate. Pourquoi des citrates? Tout simplement parce que c'est ce qui permet une meilleure absorption membraneuse cellulaire. Ces citrates. Alors, concernant ces citrates, personnellement, moi j'aime bien prendre des citrates de magnésium en minéraux alcalins. Après, il y a des citrates de minéraux alcalinisants plus complets. Par exemple, il y a des marques qui sont en pharmacie, qui sont des citrates, on va dire, basifiantes. Et puis, je ne peux pas donc donner de marque. Il y a plein de marques. Et puis, encore une fois, je ne peux pas le faire par rapport à ces laboratoires, parce que aujourd'hui, je ne travaille pas pour eux, je n'ai aucun conflit d'intérêt, mais peut-être que dans 5 ans, dans 8 ans, je pourrais travailler pour un de ces laboratoires, et auquel cas, je serai embarrassé par rapport à cette vidéo, donc je ne donne pas de marque, mais vous avez, en pharmacie, vous allez voir votre pharmacien, vous dites à votre pharmacien, voilà, je voudrais des citrates de magnésium. Et il y a des marques qui commercialisent des citrates de magnésium, excellentissimes pour venir désacidifier, mettre en place un système tampon, et désacidifier pour pas que ce soit notre corps qui soit obligé de le faire. Ça me permet aussi de pouvoir me faire plaisir. Si je vais, par exemple, pendant 3 jours faire la fête avec des amis ou avec la famille, en vacances, etc., et que je fais des excès alimentaires, de boissons, etc., no problemo. Quand je reviens, je me fais ma petite cure de citrate alcalinisant. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des aliments qui sont acidifiants, des aliments qui sont alcalinisants. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais manger d'aliments acidifiants. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas manger que ces aliments acidifiants. Et vous allez vous rendre compte que, malheureusement, en tant qu'occidentaux, c'est très souvent dans cette colonne-là qu'on va puiser nos bols alimentaires. Par exemple, un des aliments les plus acidifiants qui soit, le sucre. On ne s'en rend pas compte parce que c'est sucré et puis que ça bon, mais le sucre, c'est un pH à 5,5, c'est acidifiant. Alors attention de faire la différence entre un aliment acide et un aliment acidifiant. Acidifiant ne veut pas dire qu'il est acide. Et il peut être acide en goût, et cependant, vous allez voir plus tard, cependant alcalinisant. Donc, les aliments acidifiants en tête, le sucre, et juste le sucre, pour info quand même, sachons-le, la consommation mondiale en sucre, en 1945, c'était 3 kg par an par habitant. Consommation mondiale. Consommation française, on était à 3 kg par an par habitant. La consommation en France, en Suisse, dans ces pays-là, donc en Europe, je parle pas, en Europe, la consommation moyenne par an par habitant en 2020, c'est presque 70 kg par an par habitant. C'est passé de 3 à 70 kg. Aux États-Unis, ils sont au-delà de 100 kg par an par habitant. C'est catastrophique. C'est un des aliments les plus acidifiants qui soit. Ce qui a fait cette poussée de consommation de sucre, c'est tout simplement, sorti de la guerre 1945, l'industrialisation de l'alimentation, avec les sodas, fast-food, etc. Mais plus que tout, quelque chose utilisé par l'agroalimentaire en tant qu'appétant pour nous donner l'envie de consommer, c'est quoi? C'est tout simplement le sirop de glucose, c'est-à-dire le sucre. Si vous observez les plats industrialisés, il y a du sirop de glucose, rappelez-vous, glucose, index glycémique 100, mais c'est aussi acidifiant. Sirop de glucose, partout. Pourquoi? Parce qu'index glycémique 100. Et dès lors qu'on met des index glycémiques 100, mais dans tout, hein, dans les salades toutes faites, dans les plats tout faits, dans les hamburgers, dans les KFC, enfin bref, toutes les marques. Tout ce qui est industriel, dès qu'on met un index glycémique à 100, hypoglycémie derrière. Et de quoi on a besoin après? De reconsommer pour pouvoir faire remonter la glycémie. Donc c'est considéré comme un appétant et à partir de là, on l'utilise comme tel. Et au travers de cette prise de conscience-là, tout simplement, il y a eu une augmentation de la consommation, mais malheureusement, avec tout ça, une augmentation aussi des cancers et des pathologies, des infarctus, etc., des TMS, des tendinites, enfin de tout ce qui est process inflammatoire. Tout a augmenté par la même occasion. Donc,
le sucre. Et puis après, qu'est-ce qui est acidifiant? Toutes les céréales. Le blé, le son, l'orge, enfin toutes les céréales. Les seules céréales qui ne soient pas acidifiantes, c'est l'orge, l'orge complète, et le quinoa. Après, qu'est-ce qu'il y a? Les céréales, les protéines, toutes les protéines animales, végétales, sont acidifiantes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Attention, on doit avoir 30% d'apport en protéines. Et puis, le thé, le café, le cacao, acidifiant. À l'exception d'un thé vert qui est très alcalinisant. Le docteur David Servan-Schreiber, professeur, même parce qu'il était enseignant à l'université, dans 2 universités françaises et américaines, nous expliquait une chose par rapport à ce thé vert, c'est que, avec ses équipes, c'est que quand on met par exemple du sucre, du séroglucose dans des cellules cancéreuses, elles se développent. D'où le problème avec les gens qui ont des index glycémiques très très élevés. Développement des cancers. Cette surconsommation de sucre favorise pour ça le développement des cancers. Parce que rappelez-vous encore une chose, on a tous des cancers en nous, des cellules cancéreuses, sauf qu'on ne les développe pas tous. Le glucose va faire flamber les cellules cancéreuses. Par contre, ces cellules cancéreuses, quand on leur injecte du thé vert, quasi immédiatement, boum, ça les bloque, voire régression des cellules. Le thé vert est un anticancéreux majeur. Il est prouvé par David Servan-Schreiber que quand on consomme 2 bols, c'est-à-dire l'équivalent d'un mug de thé vert par jour, on diminue par 2 les risques de cancer. Et quand on a un cancer et qu'on boit 1 ou 2 mugs par jour de thé vert, on multiplie par 2 les chances de rémission. Quand on arrête de consommer du sucre, on multiplie par 2 les chances de ne pas avoir de cancer. Et quand on a un cancer, qu'on arrête la consommation de glucose, de sucre, on multiplie par 2 les chances de rémission et de guérison. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est l'aliment, on va dire, alcalinisant par excellence, le thé vert. Il y en a plusieurs comme ça. Il y a notamment le curcuma aussi, très utilisé dans la cuisine indienne, et les hindous étant très consommateurs à la fois de curcuma, qui est la base du curry indien, et de thé vert. C'est la raison pour laquelle c'est la région du monde où il y a le moins de cancers en Inde. Donc le thé vert. Après, les eaux minérales, plutôt acidifiantes. Les eaux de source, plutôt alcalinisantes. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit concernant l'impact de cet équilibre acido-basique, acide ou alcalin, sur les flux liquidiens et la qualité, la structuration moléculaire de l'eau. C'est directement en lien. Donc on a tout intérêt à y prêter. Rappelez-vous, ce sont les travaux qui ont fait l'objet d'une thèse du CNRS. Donc on a tout intérêt à y porter une attention toute particulière, d'être dans cette conscience-là. Après, il y a quoi qui est tous les fruits. Tous les fruits sont plutôt alcalinisants. Les mangues, le plus alcalinisant des fruits, la banane. Mais les mangues, les raisins, les pommes, les poires, les pêches, tout ça, c'est alcalinisant. À l'exception de certains fruits. Notamment certains fruits exotiques, comme le kiwi, l'ananas, les fraises, acidifiantes, alors que les framboises sont alcalinisantes. Les agrumes, la rhubarbe. Tiens, les agrumes, les oranges acidifiantes. Le verre de jus d'orange le matin, c'est un poison d'acidification. Et pourtant, on nous explique, et notamment à la télévision, que le petit déjeuner parfait, c'est la tartine de pain blanc, index glycémique élevé, avec du Nutella dessus, index glycémique élevé, un verre de lait, avec les process inflammatoires derrière, tout ce que j'ai dit sur le lait, et avec le verre de jus d'orange. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça, c'est acidifiant en plus. Donc, on évite. Le cacao, le chocolat, c'est acidifiant aussi. Donc, les fruits, les agrumes, acidifiants. Les pomelos. Il y a un agrume
un agrume qui a une particularité. Cet agrume, c'est le citron. Parce que pour certains nutritionnistes et experts, le citron va être un acidifiant. Et pour d'autres, ça va être un alcalinisant. Les avis sont très partagés dessus. Et j'oserais dire que, en fait, tout le monde a raison. Pourquoi? Parce que le citron a une particularité, c'est que quand il est consommé pur ou presque pur, c'est-à-dire très peu dilué, c'est un acidifiant majeur, c'est de l'acide citrique. Par contre, dès qu'il est mélangé à une très grande quantité d'eau, quand je dis grande quantité, c'est-à-dire sur un mug, un verre, c'est pas un citron entier, hein, c'est juste une pression comme ça. Un citron entier, c'est pour 1,5 litre d'eau. Donc une grande quantité d'eau. Dès qu'il est hautement dilué, au contact de l'amylase, c'est-à-dire l'enzyme salivaire, il devient un puissant alcalinisant. C'est la raison pour laquelle beaucoup de naturopathes vont le donner le matin au petit déjeuner, boire un verre de citron dans de l'eau tiède, parce que ça va, à la fois stimuler le foie, mais surtout ça va venir désacidifier. C'est aussi une raison pour laquelle vous verrez souvent les tennisman sur les circuits, on va dire, d'ATM. Vous voyez des tennisman professionnels très fréquemment manger des bananes et boire des citronnades pour venir désacidifier, parce qu'ils font beaucoup d'efforts, donc beaucoup d'acide lactique, ils se mettent en état d'acidose plus, et pour éviter les tendonites, les problèmes musculo-tendineux, tout simplement, ils viennent désacidifier en prenant la banane et le verre de la citronnade. Ça, c'était la petite anecdote. Donc, la plupart des fruits sont acidifiants, sont alcalinisants, je veux dire, sauf ces fruits-là, qui sont acidifiants, à l'exception du citron, qui est un peu les deux. Et quand on le mélange, il devient un puissant alcalinisant, mais seulement pour une partie d'entre nous, ce citron. Il est alcalinisant pour quasiment tout le monde, sauf pour ce qu'on appelle les longilignes filiformes. Vous savez, ceux qui sont minces, longs, enveloppés, frileux, un petit peu à la Christophe Willem, un petit peu enveloppé, frileux comme ça, très long, très filiforme. Pour ces gens-là, pour ces morphotypes-là, le citron reste un acidifiant. Ensuite, la plupart des légumes sont alcalinisants. Les plus alcalinisants de tous les légumes, ce sont les racineux, c'est-à-dire les carottes, les betteraves, les panais, les radis, les pommes de terre, les ignames, les maniocs, les patates douces. L'aliment le plus alcalinisant, je pense, pour moi, c'est la patate douce. Puissant alcalinisant, la patate douce, à tel point que quelqu'un qui a des brûlures d'estomac, des gastralgies, vous lui épluchez une patate douce et vous lui donnez à manger des petits morceaux comme une carotte, à bien malaxer pour sortir l'amidon, et bien en faire une bouillie avant de l'avaler, ça a le goût d'une carotte, c'est un peu sucré, c'est un mélange de carotte et de châtaigne, on va dire en goût. Très rapidement, les brûlures d'estomac vont se calmer parce que la patate douce est un puissant alcalinisant, c'est un remède de grand-mère. Donc, ne pas hésiter à utiliser. C'est mieux qu'un gaviscon. Donc, la patate douce puissant alcalinisant. Mais il y a certains légumes qui sont des acidifiants, eh oui. Notamment un des légumes, alors c'est pas un légume, bien sûr, c'est un fruit, mais utilisé comme un légume, vous voyez de quoi je veux parler, la tomate. Produit très très consommé chez nous, notamment dans le sud de la France et dans le sud de l'Europe, la tomate. La tomate, puissant acidifiant. Et puis d'autres puissants acidifiants, le cresson, l'oseille, les épinards cuits, parce que les épinards crus sont, eux, en salade, alcalinisants. Tiens, un autre fruit qui est consommé comme un légume, mais qui cependant est un fruit, c'est l'avocat. L'avocat, un miracle d'alcalinisation. Aliment très très alcalinisant, l'avocat. À consommer, sans modération. En choisissant sa provenance, bien sûr, mais à consommer sans modération. L'avocat, excellentissime. Donc, vous voyez que les aliments peuvent... Après, vous avez quoi? Les aliments, par exemple, les oléagineux, les amandes sont des puissants. Mais tout à l'heure, vous avez les listings dans le support de cours. Les amandes sont des puissants alcalinisants, alors qu'au contrario, les cacahuètes sont des acidifiants. C'est-à-dire que quand je prends... Et puis après, les fruits secs sont des puissants alcalinisants, à l'exception de l'abricot sec. Mais puissants alcalinisants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je mange mes cacahuètes, je vais toujours les manger avec des fruits secs ou avec des amandes. Voilà, pour venir tamponner. Ça ne veut pas dire que je ne dois plus manger tout ce qui est acidifiant. Ça veut juste dire que quand je prends quelque chose là, je prends quelque chose là. Mais si je mange par exemple une salade de tomates, je ne vais pas manger une salade de tomates mozzarella avec du pain, acide sur acide sur acide.
Imaginez un petit peu. Je vais vous donner 2 exemples, vous allez voir, pour que vous compreniez. Une journée que acidifiante et une journée mélangée. Pourtant, ça sera la même journée. Je me lève le matin, je bois mon café. Mon café, je le bois sucré. Ou alors mes céréales avec du lait. Acide sur acide sur acide sur acide. Et puis, je me prends un verre de jus d'orange. Encore acide. Puis je passe à table à midi et je me fais une salade de tomates acide, enfin acidifiante, mozzarella acidifiante, que je mange avec du pain, donc des céréales acidifiantes. Puis après je me fais, tiens, je suis bio et je suis végétarien. Ouais, je mange équilibré et je mange sainement. Je me fais une galette végétale, protéines végétales, acidifiante, que je vais manger avec des pâtes acidifiantes, céréales, sur lesquelles je vais mettre bien sûr un peu de sauce tomate et puis un soupçon de gruyère, acidifiant, acidifiant. Et puis bien sûr tout ça avec un peu de pain acidifiant, et puis après je me mange un bout de fromage acidifiant, que je vais manger avec du pain acidifiant, et puis je vais finir avec, c'est la période, une bonne salade de fraises acidifiant, sur laquelle je vais mettre un soupçon de chantilly acidifiant, cette protéine, et un peu de sucre acidifiant. Et puis, bien sûr je bois mon café, fin de repas, acidifiant, dans lequel je mets du sucre acidifiant, et puis le soir, je mange léger. Sylvain Caron m'a dit qu'il fallait que je mange léger le soir, etc. Enfin bref. Donc, le soir, je me fais une soupe. Cresson oseille, sur lequel je vais mettre un petit peu de crème fraîche, voire un peu de gruyère, et que je vais tremper mon pain dedans. Acidifiant, acidifiant, acidifiant. Et je vais dire à tout le monde que j'ai mangé bio, végétarien, équilibré mes glucides, mes lipides, mes protéines, etc. et en petite quantité. Je mange super bien, sauf que je m'en rends même pas compte, mais je fais acide sur acide sur acide sur acide sur acide sur acide sur acide. Et à 50 ans, ça m'arrive comme ça, boum, je fais un infarctus. Ou un cancer, au choix. Maintenant, la même chose, vue différemment. Je me lève le matin, je bois mon café. Mon café, je le sucre. Sauf que, au lieu de mettre du sucre qui est acidifiant, ben, je vais remplacer ce sucre acidifiant par des sucres alcalinisants. Par exemple, du fructose, du sucre de coco, un bienfait, un miracle de la nature, le sucre de coco, qui a le même goût que le sucre roux, mais c'est exactement pareil, sauf que c'est du sucre de coco, pas du tout le goût de coco. Je peux mettre du sirop d'érable, du sirop d'agave, bio, alcalinisant tout ça. Et puis, je me fais ma tartine de pain, je me fais plaisir. Mais sur ma tartine de pain, ben, je vais mettre quoi dessus? Je peux mettre du miel, du vrai miel, d'apiculteur, alcalinisant, qui n'est pas fait avec du sucre, mais qui est du vrai miel. Et puis, je passe à table à midi, je fais ma salade de tomates mozzarella. Ben, je me la fais, je me fais plaisir. Mais qu'est-ce qui m'empêche dedans de rajouter de l'avocat ou du concombre? Pour venir désacidifier, pour mettre en place des systèmes tampons dans mon alimentation. Et puis après, je veux manger mes galettes végétales avec mes pâtes, je me fais plaisir, je les mange. Sauf qu'en dessert, je ne me fais pas la salade de fraises, je fais une salade de fruits. Et si vraiment je veux manger ma salade de fraises en dessert, ben ok, je me fais mes galettes végétales, mais je les mange avec une poêlée de pommes de terre ou une poêlée de légumes, alcalinisant. C'est-à-dire que quand je mets de l'acidifiant, je mets de l'alcalinisant. Acidifiant, alcalinisant, acidifiant. Puis le soir, je mange ma soupe, ben je fais ma soupe, je me fais plaisir. Sauf que, qu'est-ce qui m'empêche dans ma soupe? De rajouter quelques pommes de terre, à la fois pour l'épaissir, mais aussi pour l'alcaliniser de façon majeure. Donc, je peux jouer très facilement sur l'alimentation pour arrêter d'être dans une alimentation toujours acidifiante. Parce que si je suis tout le temps acidifiant, je vais être tout le temps fatigué, tout le temps avec des tendinites, tout le temps avec un risque d'ostéoporose après 50 ans, etc., etc. Donc j'ai tout intérêt à gérer ça et à être dans cette conscience. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, qu'il faut tout changer, on a ce pouvoir de changer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire. Vous allez comprendre quand je vous parlerai de la loi de Pareto, qu'il suffit de changer un petit peu vos habitudes pour impacter grandement votre vie derrière. Changez, soyez juste dans la conscience de comment vous changez, des mécanismes, enfin de comment vous fonctionnez pour pouvoir impacter, changer des petites choses, sauf qu'encore une fois, on ne peut changer que ce dont on a conscience. Donc vous avez tous les supports en dessous, vous avez le support, les exercices, les audits, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour travailler sur cet équilibre acido-basique, sur cette alimentation, pour afficher sur votre frigidaire. N'hésitez pas
à prendre des notes, à écrire. Rappelez-vous que l'apprentissage passe principalement et beaucoup mieux par l'écriture. Donc n'hésitez pas à prendre des notes et à écrire tout ce que je vous dis en formation et à réécrire ce que vous avez sur les supports derrière pour bien vous en imprégner. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt. On parlera du dernier pilier alimentaire, à savoir deux choses. Les associations alimentaires, mais je vous parlerai aussi de ce qu'on appelle la loi de l'alimentation modérée. Voilà. À très vite, prenez soin de vous. Vous êtes précieux, vous êtes précieuse.